Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Théâtre La Passerelle pour cette troisième intimité artistique. Les intimités artistiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des complicités qu'on a avec les artistes tout le mois de novembre. En raison des annulations de spectacles, on a décidé, pour garder le lien avec vous, d'inviter quand même les artistes, les compagnies ou une partie de la compagnie pour qu'ils vous proposent des impromptus artistiques qui ont un rapport avec le spectacle que vous auriez dû voir, soit des lectures, des extraits du spectacle ou un mixte filmé ou sonore des compagnies. C'est une carte blanche qui est donnée aux artistes pour vraiment, encore une fois, garder ce lien avec vous et qu'on continue à vous montrer qu'il se passe des choses dans ce théâtre. Les intimités artistiques seront diffusées sur notre page Facebook à l'heure des spectacles, des représentations prévues et les jours prévus, et diffusées simultanément sur la radio RCF et Fréquence Mistral. Ce soir, donc, la compagnie du Double derrière moi qui va vous prouver son impromptu artistique. Une compagnie du Double composée d'Émilie Prévoto, metteuse en scène et comédienne, d'Amina Gina, metteur en scène et auteur, de Guillaume et de Romain, interprètes du projet Newman, qui nous proposent leur intimité artistique. Bonne écoute à toutes, gardez le lien et à très vite. Vas-y, je commence par la citation. C'est bon, ok, c'est parti. Maintenant, ils sont assis à des millions d'exemplaires, séparés mais pourtant identiques, enfermés dans leur cage tels des ermites, non pas pour fuir le monde, mais plutôt pour ne jamais, jamais manquer la moindre bribe du monde en effigie. Ça, c'est le type de l'ermite de masse de Günther Anders. Il dit que l'ermite de masse est né à partir du moment où la télé vient prendre la place du cinéma, où la télé et la radio. C'est-à-dire que grâce à ces marchandises de masse, on a pu arrêter le loisir collectif du cinéma. Le fait que c'est arrivé dans les foyers. Le fait que c'est arrivé dans les foyers. Ouais, que ce soit arrivé dans les foyers. On a enlevé le loisir collectif pour le mettre en loisir de famille, en loisir d'ermite en fait. Oui, c'est qu'est-ce que ça induit dans cette structure familiale. Et c'est vrai que quand il dit, c'est pour ça qu'il parle de la famille est désormais structurée comme un public en miniature. Le salon familial est devenu une salle de spectacle en miniature et la salle de cinéma est devenue le modèle du foyer. Commence un chapitre, son titre de chapitre, c'est « La consommation de masse aujourd'hui est une activité solitaire. Chaque consommateur est un travailleur à domicile non rémunéré qui contribue à la production de l'homme de masse. » Voilà un bon Et pour bon la titre. dissolution de la famille, il en parle parce qu'à l'arrivée de la télévision, en fait, avant, on était autour de la table, on discutait, on mangeait, on échangeait ensemble. Et à l'arrivée de la télévision, la chaise s'est tournée et on s'est tous mis à regarder le point de fuite qui était la télévision. Dans un Et rapport, écouter aussi, c'est à regarder, C'est écouter, ça. c'est-à-dire d'abstraire complètement le Sa lien, propre parole. sa propre parole. Et puis dans ce point de fuite, c'était qu'est-ce qu'on nous donnait à voir, quoi. à manger. Et qu'est-ce qu'on nous donnait à manger. Est-ce qu'on se construit nous-mêmes en hommes de masse avec cette consommation de masse. Et unilatérale. Ouais, Et c'est complètement, des ça va rapports unilatéraux. complètement. C'est-à-dire quand il prend l'exemple du présentateur télé qui regarde la caméra et qui, comme s'il nous parlait. Les amis portatifs, c'est ça, les copains Ouais, portatifs. les copains portatifs, c'est aussi ça peut être la voix. En fait, les copains portatifs, c'est tout le rapport de familiarité qu'on a avec des personnes qui nous parlent, mais auxquelles on ne peut pas répondre. Et puis ça change notre rapport au réel. C'est-à-dire que la fiction qui nous est apportée va nous modifier notre comportement. Comme par exemple ces mamies là. Oui, les vieilles dames en fait qui sont des consommatrices ou en tout cas des fictions radiophoniques. Et il y a une telle confusion entre la fiction et la réalité qu'elles en viennent à fabriquer des objets pour les personnages. Par exemple, ils racontent que pour leurs fantômes, les fantômes c'est les personnages de cette fiction qu'elles entendent à la radio, elles tricotent des gants en hiver. Et s'ils attendent un bébé fantôme, les stations de radio sont submergées de paquets de lingerie pour bébé, de brassières, de bonnets, de laine, qui sont ensuite transmis à l'insu des vieilles dames qui les ont tricotés à des bébés, certes totalement inconnus mais bien réels, vivant dans des orphelinats. C'est marrant ce terme de fantôme. C'est comme cette anecdote avec un autre fantôme qui est l'anecdote de cette femme au foyer qui
va tous les jours regarder son feuilleton dans sa télé quotidiennement, et elle va tomber amoureuse du présentateur c'est même pas un feuilleton, c'est une émission télé. Et elle va tomber amoureuse de ce présentateur, et tellement amoureuse qu'à chaque fois qu'elle va le voir, eh ben, elle va se préparer, elle va se maquiller, Comme un rendez-vous amoureux. Comme un rendez-vous Nous amoureux. n'avons plus besoin de traverser un monde qui désormais vient à nous. Ce que nous appelions hier encore l'expérience est donc devenu superflu. C'est ça. Et de ce présentateur, Et en de ce fait, présentateur. elle va mettre en concurrence son propre mari. Et elle va le haïr. Et elle va va complètement haïr son mari. Et son mari, lui, va plus supporter cette situation et va envoyer... Projet Newman, c'est un spectacle qu'on a créé l'année dernière. Avant la création, on était venu répéter 2 semaines à l'usine Badin et on avait pu rencontrer le public grâce aux apéros rencontres et ça nous avait permis de rétablir des choses du spectacle, de le tester. Donc ça a été assez important pour nous. On a joué toute la saison dernière. La dernière date de la saison dernière, c'était le jeudi 12 mars, soit juste avant le premier confinement. Cette année, on a repris le spectacle à Châteauroux au mois de septembre avec une représentation particulière à 10h45 et on était prêts à jouer pour Gap ce soir à 19h. On est en discussion pour reporter le projet en 2021. Projet Newman, c'est notre histoire, l'histoire de mes frères et sœurs et moi-même, l'histoire de Guillaume, l'histoire d'Émilie, l'histoire de Max, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, et mon histoire. On a été abandonnés par notre mère. Notre mère est tombée amoureuse éperdument du personnage principal de sa série favorite, Les Feux de l'amour. Elle est tombée amoureuse de Victor Newman. Et elle nous a laissés, complètement abandonnés. Et face à cet abandon, nous, on mène l'enquête pour comprendre ce geste. On va questionner notre rapport intime avec notre mère, notre rapport individuel, mais aussi... Par cette enquête, on va être amené à jouer ensemble. Et on va jouer les personnages féminins des Feux de l'amour. On va jouer Ashley, on va jouer Catherine Chancellor, je vais jouer Nikki, et Guillaume va jouer Phyllis. En tant qu'acteur, je suis convoqué à J0. Alors J0, ça veut dire qu'au théâtre, je dois arriver le jour de la représentation. Il y a évidemment pas mal de choses à faire, donc on arrive le matin et on doit s'occuper des accessoires, de gérer un peu le décor, des costumes et particulièrement aussi des perruques qu'il faut peigner, qu'il faut coiffer, qu'il faut préparer et qu'il faut chouchouter parce que c'est important de chouchouter sa perruque. Il y a une petite particularité, c'est que je m'occupe aussi de préparer mes instruments parce que dans le spectacle, je joue de pas mal d'instruments que j'ai récupérés au cours de mes voyages et autres pérégrinations ces dernières années et j'en ai un certain nombre. Il y a notamment une tilinko. Une tilinko, c'est une flûte traditionnelle hongroise que moi j'ai en ré et qui a 2 orifices donc qui se joue uniquement sur le travail de la colonne d'air. J'ai aussi une sanzula qui est un clavier à pouce en la mineur, donc c'est idéal pour faire des contes pour enfants. J'ai aussi une guimbarde chinoise qu'Ami ne veut pas du tout que j'utilise, des percussions marocaines utilisées pour les trans à Chefchaouen, un saxo alto avec lequel je fais de l'improvisation de jazz un petit peu, et j'ai aussi un theremin qui est le premier instrument électronique. Je ne sais pas si vous voyez ces instruments qui sont utilisés pour refaire les sons de soucoupe volante dans les vieux films d'horreur, mais sauf que moi, c'est important, je fais de la musique classique avec, j'essaye du Handel, et ça fait quelque chose comme quelque chose comme ça. Et j'ai aussi une guitare folk et une guitare électrique. Et quand j'ai terminé ma mise, ça me prend à peu près 38 minutes, quelque chose avoisinant. Je haile Fabien qui est le créateur sonore et je lui dis « Fabien, répétons donc le chant, la musique finale. » Et on va tester un petit peu l'acoustique de la salle en se faisant une petite répète tous les deux. Hop, alors je prends la guitare qui est normalement la guitare électrique. Je le mets comme ceci. Et là, après avoir fait 2-3 checks essais pour régler le micro, je me lance. Longer float on, sheepless ocean, hide it all, my best to smile, till you're singing eyes and fingers, drew me loving to your eyes.
and your song sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. I am as puzzled as the newborn child. I am as real as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death in my bride? Hear me sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart sighs from the sorrow. Song to the Siren de Tim Buckley parle d'un marin en solitaire sur un océan un peu sans horizon. Et c'est une chanson qui est pour une sirène sur son propre chant à elle, qui est un chant qui, comme le veut la mythologie, un chant à la fois très attractif, très séduisant et en même temps dangereux, effrayant. Et l'idée, c'est de faire échouer l'équipage un petit peu sur ces îles rocailleuses. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser, en pensant donc à cette mère qui quitte ses enfants pour retrouver Victor Newman, que ce Victor Newman était probablement une forme de sirène avec tout ce que ça comporte d'ambivalent. I am as puzzled as the newborn child. Je suis aussi éparpillé que le nouveau-né. Ma nourrice, qui s'appelle Lydia, m'a mis de mes 3 semaines à mes 6 ans, tous les midis, devant les feux de l'amour, après le déjeuner. Ce qui fait que j'ai une connaissance assez fournie de la série, et notamment de toute sa mythologie, qui commence avec un homme qui s'appelle Victor Newman. Victor Newman, il ne s'est pas toujours appelé Victor Newman. Non. Avant, c'était Christian Miller. Ouais, Christian Miller, donc c'est famille pauvre, précarité, orphelin, donc vraiment bas de l'échelle, difficulté, et il va se transformer en Victor Newman. L'American Dream. Exactement. Donc là, à ce moment-là du spectacle, Maxime met une moustache et met une veste en cuir pour se transformer en Victor Newman, qui est transformé grâce à Catherine Chancellor. Catherine Chancellor, c'est une vieille, une Bettencourt à l'américaine. Botox. Vison, Botox. Beaucoup de maquillage, voilà, qui est très riche et qui va lui donner les clés de son entreprise. Donc côté business, tout va bien pour Victor. Côté sentimental, c'est plus compliqué. Ouais. Oui, par exemple, à un moment donné, Victor, il séquestre Michael Scott, qui est l'amant de sa première femme, Julia Newman, et il le torture psychologiquement en lui montrant, il le bâillonne et il lui montre des vidéos, des sextapes de lui avec Julia Newman. Et, elle va s'en apercevoir. Elle arrive comme ça et évidemment elle en revient pas. Il y a Victor qui arrive, ils se disputent et elle tombe dans les escaliers. Évidemment, elle était enceinte de Victor et elle fait une fausse couche. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et suite à ce drame, Victor rencontre Nikki dans un club de striptease. Ouais, Nikki, blonde peroxydée, c'est vraiment celle qu'on va voir sur tout le long de la C'est la femme de sa vie. C'est la femme de sa vie. Ils vont se marier et ils vont divorcer 4 fois. Ouais. Après, dans l'histoire, Victor Newman, il est en concurrence avec John Abbott, qui a une entreprise qui est comme la sienne. Et lui, ce John Abbott, il a une fille qui s'appelle Ashley, qui va être détenue par un routier. Qui va être complètement kidnappée par un routier. Et c'est Victor Newman qui va payer la rançon. Oui, qui va payer la rançon et qui va lui proposer de venir chez lui, dans son ranch, parce qu'elle est traumatisée, choquée. Pour qu'elle se refasse, etc. Eh bien, ils vont tomber amoureux sous les yeux de Nikki, qui va être impuissante. Et elle va se marier du coup avec Jack Abbott, qui est le fils de John Abbott. Ils vont déjà coucher ensemble, et après elle va divorcer forcément de Victor, et effectivement après elle va se marier Victor, avec par Jack contre, Abbott. il devient jaloux. Victor devient jaloux, donc du coup il propose à Jack de lui céder les parts de la société Jabot. Si jamais il divorce lui-même, sauf que Nikki, elle peut pas divorcer puisque elle est enceinte. Donc elle fait du cheval, elle tombe. Dans la balade de cheval. Elle devient alcoolique avant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une histoire avec plein de rebondissements, de péripéties.
Et c'est vrai que quand on a découvert la pensée de Gunther Anders, moi j'ai immédiatement pensé à ma mère, parce que ma mère a consommé et consomme aujourd'hui encore beaucoup ce type de programme, ce type d'histoire à rebondissement, qu'on appelle aussi des soap-opéras. Et il faut savoir qu'on les a appelés des soap-opéras parce qu'en fait, à l'origine, ce sont des fabricants de savon et d'hygiène qui en sont les premiers producteurs, type Colgate-Palmolive, Procter & Gamble. Et l'idée, c'était de fabriquer des narrations destinées à la ménagère et donc pour la femme au foyer. Et avec des narrations très stéréotypées ou dans un but de les faire fantasmer avec des histoires de pouvoir, d'argent, de tromperie, de mariage, de divorce, enfin de vengeance, enfin toutes ces choses-là. Et c'est vrai que, par exemple, plus jeune, j'allais tous les étés en vacances en Algérie pour voir ma famille. Et souvent, après l'heure du déjeuner, ma grand-mère se mettait devant la télé et parfois avec des tantes, des cousines, mais c'était surtout un public féminin. Et elles regardaient une telenovela qui venait plutôt de Turquie, parce que la Turquie en produit énormément. Et je voyais ma grand-mère qui parlait à la télé, enfin, qui parlait aux personnages de la fiction qu'elle regardait. Et c'était comme si, en fait, ces personnages-là faisaient partie de la famille. Une famille. C'est comme une petite société. Chacun a une place bien définie, une prison bien à lui. Et pour y échapper, il faut partir. Pas d'autre option. Et lorsque tu reviens, tu retrouves ta place comme tu l'avais laissée, avec ce doux confort de l'enfermement et la fuite pas loin qui t'attend. Une porte pour échapper à l'envie de meurtre. Et tu passes ta vie entre prison et évasion. Ma mère a toujours préféré que ce soit moi qui mette la table. J'étais le plus précis. Et pour la table, elle aimait que les choses soient précises. Une sorte d'héritage familial. Une névrose maniaque. Les autres dispersaient les couverts sur la table. Moi, je mettais. La fourchette à gauche, le couteau à droite, avec un écart identique entre l'assiette et les couverts de chaque côté. Je détestais mettre la table. Et en même temps, je savais que j'étais le seul à pouvoir l'adresser correctement. Parfois, quand j'ai le temps et l'envie, je passe à la boulangerie pour acheter des chouquettes. Je trouve que c'est un nom de pâtisserie à la fois ridicule et touchant. Et j'en partage un sac entier avec des amis, ou des collègues, ou des inconnus, parfois. Il y a quelques jours, je regardais une chouquette qui était restée seule au fond du sachet en papier. Une chouquette, oubliée, là, que personne n'avait mangée. Et j'ai pensé à ma mère. Il devenait clair, à ce moment précis, que cette chouquette était ma mère. Une chose fragile et légère, qui tient dans une main, sur laquelle perlent des éclats de sucre
qui se perdent à la moindre secousse, au moindre geste brusque, coincés au fond d'un sac en papier, attendant qu'une main vienne l'en sortir. Mais elle n'est pas restée dans son sac. Elle est sortie pour chercher cette main qui ne venait pas. Elle est sortie, pleine de sucre et de vie, pour remplir ce vide qui ne lui va plus. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. Flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace. C'est où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment, je la m'aime, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. Voilà, c'est terminé pour cette troisième intimité artistique. Merci à la Compagnie du Double, merci à vous d'être à l'écoute et de garder le lien avec ce théâtre et les artistes. Je vous donne rendez-vous demain soir, 19h, pour une deuxième intervention, un deuxième impromptu de la Compagnie du Double que vous avez pu voir ce soir. Et de manière générale, à l'heure et au jour de toutes les représentations qui ont été annulées au mois de novembre. Soyez là, soyez avec nous, gardez ce lien. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.